Ok. Oui, très bien. Bien. Allez, on va pas perdre de temps parce qu'on en a assez perdu. Cette émission a commencé il y a déjà quasiment 24 heures. Il est donc temps, enfin, de lancer ce MLR Show. Ce MLR Show des finales de conf. Bienvenue, nous sommes le mardi 24 juin 2025 et il ne s'est pas du tout passé un énorme problème hier encore. Toutes nos excuses pour ce qui s'est passé hier. J'ai l'impression d'être dans un jour sans fin. Voilà, excellent film avec Bill Murray. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là hier, il n'y avait pas de son. Vous ne nous entendiez pas, ni Pierre ni moi. Puis on a entendu Pierre, mais on ne m'entendait toujours pas. Voilà, et quand il n'y a pas de son, bah, où on est, où on va, on ne sait pas. On est dans le muet, on est dans Chaplin, et ça, c'est pas possible sur Twitch. Voilà, donc une nouvelle fois. Mes excuses, voilà, puisque c'est complètement ma faute et que ça n'est en rien la faute de mon acolyte qui est encore là, qui est toujours là, qui attend. Ça fait un jour qu'il est devant son ordinateur, devant son Discord à attendre que je relance cette émission. Pierre Amiche, bonsoir. Bonsoir à tous. Ouais, j'étais un peu étonné, quoi. Tu vois, 24 heures, j'étais un peu triste, un peu assoiffé. Il faisait chaud aujourd'hui. Non, pas du tout. Je suis allé me baigner au lac et puis après à la piscine. Donc tout va bien. Pas d'angoisse. Et puis surtout, je suis ravi de pouvoir revenir sur ces finales de conf qui étaient assez inégales, mais hyper excitantes. Et il y a plein de choses à raconter quand même après ces deux rencontres. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire sur ces finales. Comme tu l'as dit, on est sur deux matchs qui sont inégaux, exactement. Je pense que c'est le bon terme. On a vraiment deux matchs qui n'ont pas du tout été les mêmes.
Et on va justement regarder ce calendrier de ces finales de conf. Conférence Est, New England contre Chicago. Conférence Ouest, Utah contre Houston. Il n'y avait pas de surprise, mon Pierrot, puisque les 4 équipes qui étaient à domicile en demi de conf étaient passées. Et sur le papier, lequel des 2 matchs t'intéressait le plus? Te semblait le plus sympa? Franchement, sur le papier, l'opposition de style entre Utah et Houston me plaisait parce qu'on a 2 rugby presque caricaturaux et j'ai un attachement un peu malsain pour New England parce que le triplé a jamais été fait et forcément j'ai un œil un peu plus critique sur cette équipe-là parce que je déteste les hégémonies. Tu vois, les dominations sans partage, ça me saoule. Donc, on va dire que le match sur le papier entre Utah et Houston me plaisait plus, mais j'avais quand même un vrai regard sur New England. Ok, eh ben, c'est très très bien. Mais on va commencer justement par le Utah-Houston, si tu veux bien. Parce que c'est le match qui a été le plus inégal des 2. Parce que il y a pas vraiment eu match, tout simplement. En direction, le Zion Banks Stadium d'Herriman dans la banlieue de Salt Lake City, avec dès la 4e minute, une grosse domination de Houston qui va rester un bon moment dans les 22 mètres. Et à la suite de cette mêlée, d'une énième poussée, c'est Warner, en bon numéro 9 qu'il est, qui va venir juste aplatir ce ballon pour permettre à Houston d'inscrire le premier essai de cette partie. Après donc seulement 4 minutes, oui, on avait déjà des énormes charges et la défense de Utah était vraiment en difficulté. Et bon ça va être ça globalement tout le match. Je vous ai remis le ralenti, on ne voit absolument pas l'essai, mais je vous confirme qu'il y est bien. Et puis vous le voyez, Houston va continuer. On est 10 minutes plus tard à peu près, c'est le même schéma, sauf que cette fois on va aller chercher Drake Davis qui vient complètement péter Traynor. Et grosse défense de Nick Ben, de Zion Going notamment, il va finalement être poussé dehors. Drake Davis, donc Utah s'en sort plutôt bien sur ce coup-là. Et ça a même coïncidé avec un petit regain d'énergie pour les Warriors. Avec cette action, à la sortie du quart d'heure, on va aller chercher sur l'aile Lance Williams, joueur notamment de l'équipe des États-Unis à 7 en début de saison sur le circuit mondial, qui a fait son retour aux Warriors, qui inscrit un essai qui n'est pas transformé, 7-5 pour Houston. Et puis ça va être la continuité de cette domination des chats-sabres avec un ballon porté, comme toujours, qui fait si bien la réussite de cette équipe, qui aime bien sortir pour aller retourner dans le coin et aller chercher Eje Alatimu, le numéro 10 de cette équipe. 14-5, ça commence à être un petit peu difficile et surtout ça va s'empirer. 36e, la passe d'Oxon, elle est interceptée par Totalasi Tazi, j'ai pas réussi à le dire, mais c'est pas grave. Le 3e essai de Houston à la 36e, l'essai coup de poignard, l'essai assassin en contre alors que Utah avait la possession. Il prend en plus bien son temps de discuter avec des mecs sur le bord du terrain avant d'aplatir, évidemment. Il avait tout son temps. Tazi, impeccable sur cette interception. Pendant que The Bordy, on le dit, des joueurs de foot US côté Houston, physiquement, c'est des vrais athlètes et ça fait mal. Oui, on en a parlé de Drake Davis lors de la saison, l'émission bilan de la saison régulière. On va en reparler tout à l'heure. Il y a une dernière opportunité en cette première période, elle est pour Utah avec évidemment Joe Mano, notre chouchou. Bon, pour moi là-dessus, il n'y a pas plaquage avec les bras. Hein. Normalement, c'est plus que touche. Mais on va en rester à 21-5 à la pause. Et 55e, je vous le disais, Drake Davis, encore une passe de Joel Oxon, encore une interception. Et Drake Davis, ballon sous la main, tel un receveur de NFL, de foot US qui vient inscrire donc le nouvel essai. Je vous remets le ralenti pour voir que c'est le pauvre Joel Oxon qui va encore se faire intercepter. Alors la passe, elle n'est pas interceptée dans un premier temps, c'est plutôt dans un second, mais voilà, le pauvre anglais qui va malheureusement précipiter un peu plus la défaite de Utah. Je vous mets un dernier essai pour la forme, signé Paul Lasike. Pourquoi Paul Lasike ? Eh bien parce que c'est un des anciens de cette équipe des Warriors. C'est un des vrais vétérans de cette équipe qui met un des essais à la fin. Il y en aura un autre de la part de Vuga Koto qui sera totalement anecdotique évidemment, mais qui jouait du coup là son dernier match avec Utah et
Et du coup, eh bien voilà, qui marque pour sa dernière, devant son public qui plus est. Voilà, c'est pour le symbole. Il va se barrer en fac, puisqu'il va entraîner l'équipe des Knights de South Virginia University. Voilà, ça c'est pour la petite info. Ça a été annoncé il y a quelques semaines. Et du coup, eh bien, voilà, c'était son dernier match du côté de Utah. C'était à domicile, mais c'est sur une large défaite 33-19. Il n'y a pas eu match. Et même, j'ai envie de dire, il n'y a jamais eu match entre les deux équipes, parce que mon Pierrot, avant de te donner la main, j'ai une petite stat. 36,6 points, c'est la moyenne qu'a inscrit Houston en 3 matchs face à Utah. Ils en ont mis 40 lors du premier match, ils en ont mis 37, lors du premier, ils en ont mis 40 lors du deuxième, et là ils en ont mis 33, donc ils ont un petit peu limité la casse, on peut dire, mais il y avait clairement une classe d'écart, et même si c'est Utah qui avait remporté la saison régulière et la conférence Ouest, mais au-delà de ça la saison régulière, c'était quand même Houston le favori sur ce match, on est d'accord? Oh bah oui, de toute façon, Houston est même favori pour le titre depuis quasiment depuis 2 ans. Donc forcément, c'est pas une surprise de les retrouver en finale, déjà en finale de conf, mais même en finale tout court. Et sur ce match, tu l'as très bien dit, les 2 essais de Utah en fin de rencontre sont anecdotiques. Pourtant, il y a des chiffres qui sont hyper encourageants pour Utah et qui témoignent d'un match qui était peut-être un peu plus serré que ce que le score laisse paraître. Il y a surtout un chiffre, moi, qui me frappe dans ces datas dont on se régale tous les week-ends, hein. C'est le nombre de fois où Utah a gagné la ligne d'avantage. D'habitude, on tourne autour de 35-40 fois. Là, ils l'ont fait 70 fois. Et ne pas réussir à convertir tout ça en points, c'est un vrai problème. D'ailleurs, tu l'as pas mis peut-être parce que tu voulais pas l'enfoncer, mais on a un énorme raté de Lance Williams qui dégueule le ballon à 2 mètres de la ligne et qui, dans la dynamique, euh, franchement, fait très très mal à Utah parce que c'est le moment où Utah peut encore y croire, c'est au retour des vestiaires. On doit jouer la 50e. Donc voilà, il aurait fallu un excellent Utah, un Houston peut-être moins sûr de ses forces, un peu comme l'année dernière quand ils avaient finalement pas été champions, c'était à cause de ça. C'est que ils ont fini la saison un peu fatigués, un peu moins sûr de ses forces devant. Là, c'était pas le cas et Utah a pas vraiment existé. Après, je sais pas si tu veux revenir sur les performances individuelles et ce que je retiens de ce match-là, mais il y a une image où je me suis dit: «Ouais, je pense que ça va être très long pour les Warriors». C'est, première action du match, ils prennent un groupé pénétrant de 25 mètres. Et là, tu te dis: «OK, on joue depuis 3 minutes, tu as pris un groupé pénétrant de 25 mètres. Derrière, tu prends 2 avions sur la mêlée, 2 sorties de mêlée, le 12, le 7 qui revient. Tu perds 5 mètres à chaque percussion. On joue depuis 3 minutes, il y a un essai. Tu as pris des tu gagné aucun duel, quoi, voilà. Là, tu sais que le match, il va être long». Et le match, il a été long. Le match, il a été très très long. Alors pour le coup, ce match-là, moi je vous l'avoue, je l'ai pas vu en direct. On a vu le résu avant tout. On a essayé de regarder le gros résu habituel qu'on voit la MLR. L'autre, je l'ai vu en direct et pour le coup, il y a beaucoup plus de choses à dire. Et c'est vrai que j'ai commencé par ce match parce que oui, il y avait clairement une classe d'écart. J'ai une autre stat d'ailleurs à vous donner. C'est la malédiction du champion de la saison régulière. Est-ce que tu sais, mon Pierrot, là comme ça, petit quiz pour vous aussi dans le chat, mesdames et messieurs. Mmh. Combien d'équipes ont remporté la saison régulière et ont remporté le titre en MLR? En sachant qu'en 8 saisons, il y a une saison qui ne compte pas puisque 2020 a été arrêté. Je parlais de malédiction, j'ai donné un Je premier. dirais une. C'est exactement ça. C'est tout à fait la bonne Ouais, réponse. voilà, si s'ils avaient été 7, ça aurait été une malédiction. Oui, oui. Ouais, bah, ouais, c'est quoi? C'est les Pardon? Non, c'est pas les Free Jacks. Non, non, c'est même pas les Free Jacks. Je vous mets un tableau. Alors on voit, il y a beaucoup d'infos hein, sur ce tableau. Je vous mets c'est Seattle? c'est pas Seattle, c'est les Los Angeles Giltinis en 2021. Voilà, je vous ai mis ce tableau donc encore une fois où il y a beaucoup d'infos. Vous pouvez voir que donc Seattle est champion en 18 et 19. C'était les Glendale Raptors en 2018 et San Diego qui avaient eu le meilleur bilan en saison régulière. 2021 donc le champion c'est Giltinis en ayant réussi donc à être la meilleure équipe en saison régulière, à avoir donc confirmé en phase finale. On a les Free Jacks qui ont fait premier de la saison régulière en 2022, mais qui ne sont pas champions, c'était New York. Et donc 23-24, San Diego pour Houston, c'est New England qui est champion. Et donc 2025, eh bien Utah, de la même manière, ne sera pas titré.
comme tous les autres, comme San Diego l'a été 2 fois notamment. C'est quelque chose qui est pas rare, mon Pierrot. On est d'accord qu'une équipe qui est championne au terme d'une saison en n'ayant pas été première de la saison régulière, ça arrive fréquemment, ça arrive dans notre top 14. Castres l'a fait 128 fois, Montauban l'a encore fait en Pro D2 il n'y a pas longtemps en terminant 6ème et en allant gagner le titre. Donc c'est pas une surprise en tant que telle, surtout que Utah n'était pas un premier par défaut, mais voilà, il y a eu peut-être la défaite de trop pour Houston. New England a mal démarré d'un autre côté, donc c'était pas forcément sur le papier la meilleure équipe de la saison. Mais comment on explique qu'il y ait autant de difficultés à confirmer ces saisons régulières quand on se retrouve sur les matchs à la mort, tout simplement? Déjà, ils étaient co-leaders parce qu'ils sont à égalité avec New England. Donc, même si je suis d'accord avec toi, il y a le fait que officiellement, ils sont devant avec 58 points, mais ils sont à 11-5 tous les deux. Donc, déjà, il y a pas, c'est pas, ils n'ont pas survolé toute la saison. Ils finissent pas sur les 16 matchs à 15-1, tu vois. Donc, ça veut dire déjà ils ont été accrochés par d'autres équipes. Mhm. Et puis après, pour cette saison spécifique, parce que on sait que c'est un peu particulier parce qu'il y a une conférence à 6, une conférence à 5. Il y a tout un système qu'on avait essayé d'expliquer en début de saison sur l'usine à gaz. Tu ne recevais pas toutes les équipes de ta conf. Enfin, bref, ça fait qu'il y a aussi un déséquilibre entre les confs. Il y a une conf qui était quand même cette année un peu plus difficile que l'autre. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est si difficile. Peut-être aussi parce que tu laisses des plumes en voulant finir premier. Peut-être aussi que sans être des premiers par défaut, ils ont eu un peu de réussite sur certains matchs. Honnêtement, j'aurais bien du mal à t'expliquer quels sont les arcanes qui justifient le fait que quand tu es premier, tu ne gagnes pas. Je crois que c'est plus conjoncturel que structurel. C'est plus une question de hasard qu'autre chose, quoi. Je suis pas sûr qu'avec 8 éditions, on puisse vraiment tirer des statistiques parlantes. Je vois ce que tu veux dire. Il y a Et juste, Pardon, vas-y. est-ce que j'ai le temps de dire un mot quand même sur un joueur? Tu as le temps. Vas-y, je voulais parler de Drake Davis parce que je sais pas si tu voulais faire un focus sur lui ou pas, mais Drake Davis, en fait, pour moi, c'est le symbole d'un rugby naissant aux États-Unis. J'ai rarement vu un joueur à la fois aussi spectaculaire offensivement et catastrophique défensivement. Et je me dis que si Houston veut être champion face à une équipe, on verra face à qui, mais face à une équipe d'une conférence un peu plus, honnêtement, je vois pas comment ils peuvent l'être avec Drake Davis. C'est la première fois de ma vie que je vois un gars qui est perdu à ce point-là. Il ne sait pas où se placer et même des fois, il ne sait pas où regarder. Il ne sait pas quand monter. Il ne sait pas sur qui défendre. Il ne sait pas défendre sur l'homme. Ballon en main, c'est un phénomène. Il est méga solide. C'est un athlète. Il peut 1m90, il fait 110 plaques. Il a une vitesse énorme et tout. Mais je ne vois pas comment un joueur comme ça, il peut être titulaire en finale de conf. Vraiment, ça me dépasse. Et peut-être que je suis sévère, mais waouh, en fait, il court vite, il est puissant, mais c'est pas un joueur de rugby, pas encore. Et c'est, je trouve, un joli symbole de ce que les États-Unis peuvent produire en termes rugbystiques aujourd'hui. Il y a des promesses énormes en termes physiques, en termes de préparation. Parfois même, ils vont chercher des athlètes dans d'autres sports, tu vois, que ce soit en athlétisme, en NFL, peut-être même en hockey. Il y aura des gars qui vont se révéler, comme ça a été le cas pour Jamie Cudmore. Mais aujourd'hui, la réalité fait que ces joueurs-là peuvent avoir du temps de jeu dans un championnat comme la MLR, mais que à côté d'autres, tu vois, par exemple, je pense à Joe Mano, je pense à, à Totala Tassitasi, qui est vraiment un excellent joueur de rugby. Drake Davis, je trouve qu'il fait tâche de fou, en fait. C'est assez intéressant ce que tu dis sur Drake Davis parce que pour l'anecdote, on nous a parlé du MLR Show récemment. Pas n'importe qui d'ailleurs, mon Pierrot, tu le sais, on nous a raconté l'histoire à tous les deux en même temps, puisque c'est tout simplement le sélectionneur national Fabien Galtier qui est venu parler du MLR Show à Antoine Mazer, notre collègue qui était présent à Marcoussis cette semaine. Il est allé le voir en lui parlant donc notamment de Drake Davis dont on avait parlé il y a 2 semaines lors de l'émission bilan de la saison régulière.
Voilà, on avait bien précisé, joueur de foot US, etc., qui se met au rugby et voilà, qui a des qualités certaines, qui manque encore de choses. Et il l'a gentiment dézingué, on va dire. Ce pauvre Drake Davis, Fabien Galtier, il a dit c'est pas du tout un joueur de rugby. Donc voilà, on va pas remettre en cause. Mais c'est normal, sur ce match-là, c'est flagrant. Enfin, vraiment, sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, Houston a gagné, ils sont favoris pour cette finale. C'est pas un mauvais joueur. C'est pas la question, c'est pas de dire Drake Davis, il sera jamais champion du monde. Parce que, oui, peut-être, on s'en fout en fait. Mais c'est juste que sur ce match-là, c'est hyper symptomatique. Tu le vois défendre les bras en avant. Et même des fois, je te dis des trucs tout, vraiment basiques, école de rugby, il regarde même pas là où il faut en fait. Il fait des trucs de poussin où il regarde que le ballon, il est attiré par le ballon. Il y a un ruck à 2 mètres de lui et tu sais pas pourquoi, irrésistiblement, il se rapproche, il quitte carrément son aile, tu vois, et son vis-à-vis. Et puis d'un coup, il doit se rappeler que, en fait, non, il n'est pas winger en NFL et il est juste un joueur offensif. Et donc, il se replace et il a un temps de retard et ça crée un décalage qu'il ne peut plus combler, mais malgré ses qualités physiques. Même sur le ballon qu'il a, où il éclate 3 gars et tout. En fait, il y a tellement de choses un peu plus intelligentes à faire pour assurer la continuité du jeu. Aujourd'hui, il ne réfléchit pas comme un joueur de rugby. J'espère que ça va venir parce qu'il a des qualités assez hors normes. Et il y a des exemples comme Takuza Ngwenya qui, à l'époque, avait déposé Brian Abana puis avait signé un contrat gonflant au Biarritz Olympique. Et le Z était devenu un des ailiers à la fois les plus médiatiques et les plus supersoniques du championnat. Peut-être que le destin de Drake Davis ressemble à ça, mais aujourd'hui, il est un peu trop loin d'un point de vue purement rugby pour me convaincre, en fait. C'est bien noté. Et puis on verra du coup en finale si ça pose pas problème à Houston, parce que comme tu l'as dit, il y aura certainement un peu plus de répondants défensivement en finale de conf, et du coup peut-être qu'il y aura aussi un petit peu moins de ballons offensifs pour cette équipe de Houston, et donc un défenseur en moins, parce que c'est vrai que très clairement Drake Davis ne s'est pas plaqué. Je reviens très vite sur la question de The Bordure qui disait quel intérêt de finir premier en MLR. Il fait le parallèle avec le top 14 et la Pro D2 où finir dans les 2 premiers est important. Alors c'est vrai qu'en MLR, il n'y a pas de tour en moins pour désormais. Avant c'était le cas, avant le premier de la conf, affronter le vainqueur d'un barrage entre le deuxième et le troisième, ça n'est plus le cas maintenant. Tout le monde est en demi-finale de conf / quart de finale si vous préférez. L'avantage c'est d'être à domicile en demi de conf et en finale de conf, mais on rappelle que être à domicile en MLR c'est pas vraiment un avantage en effet. Bon, ça n'empêche que l'élimination de Houston l'année dernière par Dallas, elle est totalement impromptue, elle était complètement inattendue. Donc voilà, il y a quand même des surprises et il y en aura encore évidemment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Houston-Utah, à moins mon Pierrot évidemment que tu aies quelque chose à rajouter peut-être. Non, je crois que ce match-là, il était finalement la logique a été respectée, même si je sais que ça te fait mal à ton petit cœur, mais Utah était en dessous et Houston a été dans la gestion. Il n'y a pas grand-chose à jeter du côté de Houston, peut-être juste pour cette finale. Il y a un secteur dans lequel ils ont été un peu moyens, c'est la discipline, parce qu'ils concèdent 12 pénalités face à une équipe qui pourtant les a pas dominés outrageusement. Et ils ont été pris dans la possession, dans l'occupation, mais c'est aussi lié au fait que sur les 15 dernières minutes, ils ne jouaient plus au rugby. Donc voilà. J'en ai pas parlé, Houston met un 5e essai, c'est pour être complet évidemment, c'est Seth Smith qui l'a inscrit, donc le talonneur remplaçant, parfois titulaire, ça dépend avec Pita Anayasu, ça se partage un peu le poste de titulaire au talon. Seth Smith qui a fêté hier ses 20 ans et qui est vraiment l'un des très bons joueurs de cette équipe de Houston et aussi l'un des futurs de l'équipe américaine au talon. Voilà, c'est le Viking Seth Smith avec ses magnifiques couette blonde. Voilà pour cette première finale de conf, la finale de conf Ouest. Tu l'as dit, elle m'a fait très mal. Celle de la conférence Est m'a fait encore plus mal. C'était à 19h samedi, c'était évidemment en direct sur The Rugby Network puisque tous les matchs de la MLR sont disponibles gratuitement chez nous avec les commentaires à l'American. Et donc direction le Veterans Stadium dans la banlieue de Boston, dans le Massachusetts, avec un duel entre les 2 meilleures équipes de la conf Est, un remake de la finale de conf de l'année dernière, New England-Chicago, au même endroit, avec
globalement les mêmes acteurs et un début de match complètement à l'avantage de Chicago qui va faire très mal à New England d'entrée, qui va faire commettre des fautes aux Free Jacks. Vous le voyez, on percute, on se rapproche de la ligne d'en-but, il y a un avantage pour les Hounds qui vont essayer d'en profiter en allant au large, et c'est Ilsenbeck là qui va décaler Ben Swill, qui va résister. Il la joue vraiment solo, c'est un enfoiré, mais ça passe. Donc on lui pardonne. Il vient résister à Webster et à Ben Lesage. Ben Lesage qui va d'ailleurs sortir sur blessure. On est 20 secondes après l'essai de Chicago. La passe pour Balekana, l'interception de Bryce Campbell. Vous voyez Balekana, il a 5 mètres de retard. C'est terminé, deuxième essai pour Chicago. Et ben non, le retour, il est monstrueux. Le match, je le regardais en direct, je n'ai vu que ça. La célébration de Johnston et compagnie sur Balekana, je pensais qu'il y avait eu essai de New England, mais en même temps c'est un essai quasiment, ça compte comme un essai pour New England parce que sinon ça faisait 14-0 pour Chicago, qui continue néanmoins de dominer 10-0 avec la botte évidemment de Chris Ilsenbeck qui a été monstrueux toute la partie. Chicago va encore avoir une occasion de contre en fin de première période qui va être annihilée. Là aussi c'est Noah Brown qui va se faire reprendre, mais dès le début de la deuxième période, même si on se dit qu'à 10-0 c'est très bien payé pour les Free Jacks, eh bien ils sont totalement submergés par des vagues vertes. Ça avance, ça percute, ça fait mal à l'adversaire qui commet des fautes. Encore une fois, on est dans le même schéma que sur le premier essai de Ben Swill. On est sur une faute de la part de la défense de New England. On va aller chercher au large avec Ilsenbeck, le coup d'œil, le petit coup de patte, et à la réception Noah Brown qui vient manger son adversaire. Pour le deuxième essai, c'est transformé, ça fait 17-0. On voit pas comment New England peut réagir, et pourtant 54e, c'est Jed Melvin qui s'extrait de ce regroupement et qui vient aplatir à la base du poteau. Et 5 minutes plus tard seulement, et bien là c'est Nordic Emeti, le numéro 9, qui va se faire la malle tout seul. Ça résiste un petit peu au près, alors on va au large, on surprend la défense et ça fait 17-14. Le match il est complètement lancé et là c'est un match de phase finale. Vous l'avez compris, avec Ilsenbeck, évidemment Chicago prend les points dès qu'ils le peuvent. 20-14, nouvelle possibilité 65e et cette fois c'est premier échec pour l'Allemand, futur américain, vous le savez peut-être. Et New England a la balle pour repasser devant. Pierce Von Nadelsen qui vient contrer le dégagement de Baska et le doublé de Jed Melvin, mais regardez à la vidéo, alors c'est très subtil, hein. Vous allez voir. En fait, Von Nadelsen, il a son pied un petit peu trop avancé avant que Baska, voilà, comme le dit magnifiquement cette ligne tracée pas du tout aléatoirement à la main. Ça fait donc 20-14 toujours, mais c'est New England qui a repris le momentum dans cette partie. 78e minute, même 79e. Les charges se succèdent au pied des poteaux de cette équipe de New England. Et on va aller au bout avec Kyle Sikera, emmené par tout son pack, laissé et entre les poteaux, donc pas besoin de transformer. 21 pour New England, 20 pour Chicago, il reste 1,45. On récupère le ballon et on va faire des pick and go pour les Free Jacks. Et puis regardez, 79e et 30 secondes. On n'est pas attentif, et bien qu'est-ce qui se passe? On perd le ballon. Et Chicago va du coup avoir bien une dernière possibilité de réagir. Un ballon, on évite les défenses, on va aller chercher Mark O'Keefe qui va passer la ligne médiane, casser un premier plaquage, casser un deuxième plaquage, résister encore à 2 joueurs et qui va réussir à aller au bout. Avantage et la pénalité de la gagne pour Chicago et Chris Ilsenbeck. Et puis, oui, il n'y a plus rien qui avance. Pourquoi? Eh bien, parce que tout a pété, tout a pété, tout simplement. On a perdu le live, le feed a cassé, tout simplement. Et eh bien, on n'a plus de... On n'a pas eu malheureusement la fin, cette pénalité. Officiellement, elle a eu lieu, mais il n'y a que les personnes qui font partie qui étaient sur le stade qui ont eu droit d'y assister. Voilà, je vais vous la montrer évidemment puisqu'elle a été mise sur les réseaux sociaux. Je vous la passe avec les conditions du direct. Et oui, c'est pour ça que je disais que c'était horrible, c'est pour ça que je disais que c'était cruel, absolument cruel. Chris Ilsenbeck qui avait donc raté une pénalité précédente,
qui vient rater encore cette dernière après la sirène. En plus, c'est le poteau, donc c'est encore pire, évidemment. Et du coup, eh bien, c'est perdu pour Chicago. 21-20 pour New England, qui aura donc mené l'espace de 2 minutes à peine. Et salut Loïc, bah, bienvenue à toi. Qui aura mené donc l'espace de 1 minute 45, à peu de choses près, contre Chicago, qui aura mené pendant à peu près 1 heure de jeu et qui aura été au-dessus tout simplement tout le temps. Alors pour savoir, si vous voulez savoir aussi, alors le résumé était long, on l'a fait en longueur évidemment pour bien vous montrer tout ce qui s'était passé, mais pendant que je faisais ce live, eh bien notre Pamiche a disparu parce que le Discord a pété, voilà, parce qu'en ce moment on a décidé que tout fonctionnait. On va essayer de retrouver ce bon vieux Pierre Amiche, parce que bon bah c'est quand même plus sympa de faire l'émission avec lui, et il mérite évidemment amplement qu'on l'attende, ce bon vieux Pierre Amiche. On va espérer qu'il revienne très vite. Je finis très rapidement sur ce 21-20 de notre ami, de nos amis de New England, avec une petite stat. C'est la deuxième fois déjà que New England remporte un match de fin de saison d'un point. Voilà, c'était déjà arrivé en finale en 2023 face à San Diego. Je crois que c'était un 25-24. C'est la 3e fois que ça arrive en post-season que une équipe l'emporte d'un point en match éliminatoire, en win or go home. Oubliez le Utah saison historique, c'était un oubli, c'était un mauvais souvenir. Parce que c'est une saison historique, mais pas pour les bonnes raisons. Je vous mets rapidement les résultats, parce que manifestement, eh bien, tout est en train de sauter. Donc, on va, comme d'habitude, relancer la machine. Et on va revenir dans 3 petites secondes. Je vous dis à tout de suite, et on revient pour redébriefer ce match. Décidément, c'est la semaine de la loose pour l'instant. À tout de suite. On est de retour. Oui. Enfin, attends, j'attends l'officialisation du retour, hein, parce que présentement, sur mon Twitch, il n'y a rien qui apparaît sur mon téléphone. On est de retour. Bon, on est de retour. Alors, Pamiche a dit qu'on était de retour, alors on l'est. Voilà. Oui, on va dire beaucoup de mal de Boston. Bon, Ouais, on est de retour. On est de retour. Je sais pas si toi tu suis sur Twitch. Il y a écrit le stream va commencer, mais je pense que c'est une question de secondes. Oui, je vais apparaître à toi, tu vas voir 30 secondes. Hop, paf, oui. Me voilà. Bonjour. On est de retour. Bah désolé, hein, après le son hier, c'est l'internet qui ne veut pas. Ce sont des choses qui arrivent, comme on dit. Et c'est pas grave, c'est pas bien grave de toute façon. Ce n'est que de la télé, après tout. Mon Pierrot, donc je t'ai perdu. Enfin, c'est toi qui m'as perdu, puisque c'est moi qui ai merdé au niveau de la connexion internet. J'ai donc pu raconter malgré tout, je pense, du mieux possible, je l'espère, cette rencontre que l'on peut qualifier de complètement folle. C'est un vrai match de phase finale. Je l'ai dit, moi j'ai très mal. J'ai doublement mal parce que j'adore Ilsenbeck. J'adore Chicago, et donc ce scénario est absolument cruel. J'ai mal parce que je déteste New England. Non, je déteste pas New England, mais bon, on veut voir du changement dans les champions. Et puis surtout, les mecs méritent pas, parce qu'ils se font marcher sur la gueule pendant 55 minutes, et même quand ils dominent, ils font encore beaucoup de fautes. Voilà, j'ai beaucoup parlé. À ton tour, mon Pierrot, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match, des deux équipes, du scénario, etc. Ce que j'en ai pensé, c'est que c'est un miracle. Clairement, c'est un braquage, un gentil braquage, mais un braquage quand même. Parce que quand on regarde le match, sa dynamique, les stats, le scénario, bah, c'est fou que les Free Jacks soient en finale, en fait. Ils méritent presque pas d'y être. Après, il y a quand même un secteur qui fait leur présence, c'est le banc. C'est le banc de New England. Et vu la physionomie du match, les blessures, et puis le fait d'avoir été rapidement menés, et ils auraient dû être menés même plus largement que ça, Ryan Martin, il a dû coacher très tôt.
Et au final, les 2 joueurs clés dans ce match-là, ils viennent du banc. Le premier, c'est Wayne van der Bank, qui a joué 60 minutes parce qu'il y a eu un blessé très rapide. Et d'un point de vue de dynamique du match, bah, il est solide au milieu de terrain, il fait très mal. Je crois qu'il est à 5 défenseurs battus, 2 franchissements, un ballon arraché ou 2 ballons arrachés, un franchissement. Enfin, voilà, c'est devenu une encre au milieu de terrain alors que franchement, il n'était pas censé être titulaire. Il était là pour faire 15 minutes comme il pouvait. Et puis il y a un autre gars, et ça c'est un vrai clin d'œil du destin, et je trouve que c'est pour ça que cette équipe-là aussi, même quand elle est nulle ou moins bonne que l'adversaire, et ben elle s'en sort, c'est parce qu'elle a une âme, et c'est symbolisé par Kyle Sikera. Déjà, il marque un essai, donc c'est plutôt chouette pour un pilier remplaçant. Et puis lui, c'est une histoire de fou parce que c'est un des 5 joueurs qui étaient déjà là en 2020 à la création de la franchise, et c'est un pur produit de la Nouvelle-Angleterre. Il est né, il a été formé dans le Connecticut, il est passé par l'académie des Free Jacks, et ça fait des années qu'il est au club maintenant. C'est un joueur qui a été aux portes de l'équipe nationale. D'ailleurs, il a une histoire assez rigolote parce que c'était le mulet le plus célèbre de MLR. Je pense que Rémi, tu t'en rappelles, il l'avait rasé pour la bonne cause avec un de ses coéquipiers pour donner à des œuvres de charité. Donc voilà, c'est des petits clins d'œil comme ça du destin où c'est un joueur du cru qui t'emmène en finale alors qu'il n'est clairement pas le meilleur sur le papier. Après, reste que l'homme du match, malgré le match moyen, on va dire, des siens, c'est Paula Balekana. Encore une fois, il y a quelques joueurs comme lui, tu te dis, il pourrait jouer n'importe où au monde, en fait, il serait performant. 13 essais en 13 matchs. Bon, ce week-end, il n'a pas marqué, c'est vrai, mais il fait tellement de choses. Et puis, tu l'as souligné, son retour en première mi-temps, alors que ça doit faire 14-0, en fait, c'est le geste qui laisse son équipe dans le match, qui permet d'y croire. Et puis, on en avait déjà parlé, mais c'est un joueur qui a des qualités d'appui, de vitesse, d'équilibre. Le nombre de fois où il sort d'un plaquage un peu à l'arrache et il va quand même gratter 10, 12, 15 mètres. Bah voilà, c'est pas un ailier moderne. Clairement, Balekana, c'est pas le mec qui il tape pas dans le ballon, il défend pas fort. Sur les ballons hauts, il y a toujours un petit mystère, est-ce qu'il va le prendre dans les mains ou sur la tête? Mais donnez-lui des ballons et il va gagner les duels. Et puis, profite d'avoir la main, Rémi, quand même, pour souligner le fait que Vas-y. mon chouchou, mon bébé Wayne Conradi est énorme. Il est énorme. Et, et même sans Gomez Vara, même avec Fryer sur le banc, même avec Jen Melvin qui est très bon, Conradi, je suis pas dans la même catégorie, quoi. Pour moi, il fait partie des 3 meilleurs 8 du championnat. C'est un joueur qui aurait à 100% sa place en Europe. Il a déjà fait un test à Gloucester. Il n'est pas super bien passé. Il avait fait quelques bouts de match, mais bon, le pauvre, il était en concurrence. Il était 8 déjà. Il était en concurrence avec Morgan, qui était le 8 de l'équipe d'Angleterre, et avec Juan Ackerman, qui était le fils de Ackerman, le grand Sud-Africain légendaire, qui avait une bonne petite carrière du côté des Lions, et qui était un 8 qui fait 10 centimètres et 15 kilos de plus que Conradi, et qui était dans un registre surpuissant. Là, cette année, il a fait 15 matchs. Il est indiscutable. À chaque fois il a joué, il était titulaire. À chaque fois qu'il était titulaire, il a fait au moins 70 minutes. Et pour moi, je voulais dire, des 3 meilleurs du championnat avec Sam Twifua et avec Ardao. Conradi fait partie de la caste des très, très bons joueurs de MLR. On l'avait un peu découvert pendant la Coupe du Monde avec la Namibie parce qu'il faisait une troisième ligne assez redoutable, et c'était chouette. Et puis à cette époque-là, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un autre troisième ligne qui s'était un peu mis en évidence, qui était Martin Sigren, qui a quitté cette équipe des Free Jacks. Et je crois que là, Conradi, bien épaulé, il est à maturité physique, technique. Voilà, comme souvent, j'appelle aux recruteurs, hein, venez voir un peu ce qui se passe du côté de la MLR et penchez-vous sur le cas de William Conradi. Je pense que typiquement, très bon club de Pro D2 comme Grenoble, comme Brive ou comme Montauban qui va chercher des joueurs. Penchez-vous sur son profil parce que des 8 qui portent les ballons, qui gagnent les duels, qui avancent et qui finalement doivent pas coûter si cher que ça, c'est pas commun. Donc voilà, je lui souhaite évidemment d'être champion pour la troisième fois avec les Free Jacks. Enfin, lui, c'est la deuxième fois pour lui. Oui, Mais surtout, je lui souhaite aussi de peut-être goûter aux joies d'un retour en Europe un peu plus rémunérateur. Bon, je pense que tu as été complet. Le monologue a bien duré 11 minutes, hein, on est bien d'accord. Tu as tout brassé. Du coup, tu as évoqué toutes les questions que je voulais te poser. Non, je rigole. C'était très complet. Balekana, tu en as parlé très rapidement. Moi, je voulais te poser la question.
est-ce que c'est le tournant du match et ou à quel point est-ce qu'il influe sur le match? Parce que évidemment on va me dire bah oui bah il devrait y avoir 14-0 et même si on occulte qu'il y a une pénalité juste après, ça fait plus 4, ils ont gagné Chicago machin. Mais il y a quand même 17-0. Donc on est quand même dans un match où pendant très longtemps Chicago marche sur la gueule de New England. Donc à quel point ce sauvetage de Balekana sauve New England? Ou est-ce que bah, ça les sauve? Oui bien sûr, mais c'est pas tant le tournant que ça. Ah non, non, c'est un énorme tournant. C'est un énorme tournant. Après, je crois que le vrai tournant du match, c'était avant le match. C'est qu'il n'y ait pas Nate, ton bébé Nate, sur la feuille, en fait. Qui est absent Je depuis un pense certain vraiment temps. que l'absence de Hobsberger fait un mal terrible parce que Peyton Wall et Noah Brown, ils ont pris un vrai bouillon. Ouais, mais sur ce genre de match, ça se ressent vachement, en fait. Parce que il y a un downgrade énorme sur les ailiers où, je te dis, Peyton Wall et Noah Brown, ils ont pris le bouillon. Et le pire, c'est l'entrée de Mark O'Keefe où là, bah, le pauvre, je crois qu'il dégueule 3 ballons sur des décalages. Défensivement, il tend les bras, il ferme les yeux, c'est un peu dur. Bon, voilà quoi, c'est le manque de profondeur de Chicago derrière, il Oui. est un peu trop important pour ce genre de rencontre. Mm. Bryce Campbell, on vient de revoir à l'instant le sauvetage de Balekana. Il la joue un peu tranquille ou il est à fond et juste Balekana est trop fort? Moi j'ai l'impression, plus je le regarde, plus j'ai l'impression que le mec peut pas aller plus vite. Ah non, il est à bloc. Non, il est à fond et puis en plus, la course fait qu'il peut manquer de lucidité. Après, Balekana, il fait un geste qui est 90 ou 95 du temps, ça marche pas. Il essaie de taper dans le ballon. Normalement, bah, soit il rate le ballon, soit il tape, il le frôle. Là, il le tape bien. Le en face, il a pas une technique individuelle de fou parce que quand tu vois que le défenseur revient, bah, tu peux peut-être essayer soit de changer ton angle de course, soit de te mettre en opposition, éloigner le ballon le plus possible pour pas qu'il te tape dedans. Là, je pense qu'il est à fond, il manque un peu de lucidité, un poil de technique aussi. Et je préfère souligner le retour de Balekana que la mauvaise inspiration de joueur de Boston. Je comprends, je comprends, je comprends. On ne va pas tirer donc sur l'ambulance Bryce Campbell, on va un peu tirer sur Peyton Wall et sur Noah Brown, on a compris bien sûr, Nate mon bébé. J'ai envoyé un message à Nate évidemment, il est tourné sur la tournée avec les États-Unis puisqu'il a été appelé. Mais ouais, c'est vrai il a quand même été bien dépassé par Noah Brown notamment. Et puis ensuite Peyton Wall qui est l'un des rookies et qui d'ailleurs a marqué contre Glory un essai. Et c'est le premier rookie de l'histoire de la MLR à marquer en post-season. Voilà, c'était la petite stat un peu inutile, mais stat quand même de cette équipe de Chicago. Je pense que Peyton Wall, c'est un mec qui peut dans l'avenir être pas mauvais. Autre question, je suis obligé de te la poser, et là aussi ça me fait très mal. On est obligé d'évoquer le cas de Chris Hilsenbeck. Il fait 4 sur 6. Donc c'est loin d'être mauvais, mais il rate les deux dernières, mais il rate surtout la dernière après la sirène, avec toute la tension qu'il y a. Hein. Attention, je suis pas en train de remettre en cause le talent de Chris parce qu'il est monstrueux et tout au long de la saison il a été monstrueux. En plus, il touche le poteau. À quel point est-ce que, moi je trouve pas, mais je pose la question pour avoir ton avis, à quel point on peut imputer une partie de cette défaite à Chris Hilsenbeck? Si on le peut. Moi je pense pas, mais Je suis désolé Rémi, j'ai pas entendu la question, ça a coupé au moment où tu me l'as posée. Si tu veux bien me redire, oui. je suis désolé. À quel point est-ce qu'on peut imputer cette défaite à Hilsenbeck? Même moi, je pense qu'on ne peut pas, mais je suis obligé de poser la question parce qu'il fait 4 sur 6 et qu'il rate la pénalité après la sirène. Ah, bah écoute, non. Ouais, mais le truc en fait, c'est que dans l'animation, c'est le meilleur. Parce qu'on parle de ses qualités de buteur, déjà c'est le meilleur réalisateur de la MLR. Ensuite, dans ses qualités d'animateur et de défenseur, c'est un des meilleurs. Et puis, c'est le principe même des buteurs en fait. C'est que tu as sur les épaules la responsabilité et forcément, on a envie de dire que c'est un peu plus sa faute que celle des autres. Mais en vrai, quand tu regardes le match,
Chicago, ils font quasiment tout bien. Ils ont pas de bol de tomber sur une équipe de New England ultra solide et surtout, comment on dit? Solidaire. Parce que, dans n'importe quel autre match et surtout face à n'importe quelle autre équipe, tu mènes 14-21-0 comme c'est à peu près le cas normalement si tout se passe bien et c'est quasiment le cas ici, mais c'est fini en fait. Chicago, ils ont des vraies qualités et Chris Hilsenbeck fait partie des meilleurs joueurs et de la MLR et a fortiori de Chicago. Donc, moi, je pense que sa part de responsabilité est de l'ordre de 5. C'est lui qui bute, mais sans lui, on va dire que Chicago serait même pas en finale de conf. Ouais, oui, non, mais je suis d'accord. On n'oublie pas qu'il fait la passe D au pied sur l'essai de Noah Brown, le deuxième de Chicago. Et c'est même lui qui fait la passe à Swill sur le premier essai. Hein. Donc le mec est impliqué sur les essais. Il fait encore une fois, il fait du 4 sur 4 avant de rater les deux dernières. Bon, bref. Et puis il touche le poteau. Hein. La dernière, c'est le poteau. Hein. Donc très clairement, évidemment, grand respect à Chris. Évidemment. Je lui ai envoyé un message 3 heures après le match. Il m'a répondu hyper gentiment et normalement je dois l'avoir en interview demain, donc on va évoquer évidemment cette finale de conf, on va évoquer sa saison, on va évoquer la suite pour lui et puis on va évoquer évidemment sa suite, c'est pas que la MLR, c'est aussi la tournée avec les Américains, avec le USA Rugby, puisqu'il a été appelé pour jouer avec les Eagles. J'avais posé la question il y a 2 semaines aux copains sur le plateau chez Sport en France. Chris Hilsenbeck en tant que numéro 10 de l'équipe des États-Unis, qu'est-ce qu'en pense Pierre Amiche? De son changement de nationalité? Ah non, de ce que ça peut apporter au jeu américain. Ah, ben déjà, il a des qualités d'animation, de jeu au pied, de défense. C'est un vrai 10 moderne. Bon, c'est pas le perdreau de l'année. Il a 34 barreaux, donc enfin 33 ans. Il va sur sa 34, il est dans sa 34e année. Donc, c'est difficile d'imaginer un cycle complet qui va le mener jusqu'à la coupe du monde en Australie. Mais reste que il a de l'expérience. C'est un joueur il doit avoir dans les 350 matchs pro minimum. Heu Il a déjà disputé des rencontres internationales avec l'Allemagne, donc là aussi, il a une expérience de ce niveau, même si, évidemment, on ne parle pas du numéro 10 de l'équipe d'Australie, hein, mais je prends l'exemple de Christian Lealifano qui, pour l'occasion, a été le numéro 10 de l'équipe d'Australie. Je pense que sur cette saison, Chris Hilsenbeck n'a rien à lui envier en termes de buteur, en termes d'animateur, en termes de défenseur. Et puis après, il y a un aspect, intégration. Vu qu'au sein de l'équipe des États-Unis, il y a quand même une forte diaspora, de Chicago, sûr qu'il va s'intégrer très facilement, en fait. Je suis même pas du tout inquiet pour lui et je crois que c'est une vraie chance. En plus, à Jim McGinty, qui est le 10 habituel de l'équipe des États-Unis, en tout cas qui est pléthorique depuis pas mal de temps, heu, est un peu plus vieux et il n'est pas éternel et Will Maggie, qui était aussi, le 10, d'origine anglaise de cette équipe, n'a plus de club depuis quelques mois, presque une année. Donc voilà, je crois que c'est une opportunité pour tout le monde. Très bien, très très bien. Voilà pour le dossier de cette finale de conf. J'ai un dernier truc à te demander parce que bon, je vous mets évidemment voilà, le bracket de cette EMLR 2025 des playoffs de cette EMLR 2025, donc New England vainqueur de la conférence Est pour la 3e année de Ranf et Houston vainqueur pour la toute première fois, première finale de MLR pour Houston. Ce sera samedi à 20h heure locale, donc ils ont bien choisi leur truc parce que ce sera 1 heure avant la finale du top 14. Bon, ça c'est les Américains hein, évidemment. Voilà pour tout ce qu'on pouvait dire. Mais je voulais rebondir sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure quand on a débriefé ce New England-Chicago. Tu as parlé de Conradi et de regarder aux recruteurs français, notamment en Pro D2, mais pas que, de regarder les équipes et les joueurs de cette MLR. Il y a une annonce qui est tombée il y a quelques jours, c'est Sam Twifua. Quoi qu'il arrive samedi, il va jouer une finale de MLR. Il avait déjà joué une finale de conf l'année dernière avec Dallas en éliminant Houston. Il va jouer cette année la finale avec Houston. Il a signé au Stade Montois pour les 2 prochaines saisons. Donc l'année prochaine, on verra Sam Twifua en Pro D2. Au-delà du fait que ça nous fait plaisir, et toi particulièrement mon Pierrot parce qu'il vient des Jackals,
Bah, ça prouve bien que le niveau est en train de monter et qu'il y a des mecs qui ont le niveau, manifestement. En tout cas, les clubs considèrent qu'ils ont le niveau pour venir jouer en Pro D2. Ouais, puis c'est. En fait, Sam Tufoué, il a tout ce qu'il faut là où il faut. Il est jeune, dynamique, explosif, il a un gros gabarit, il porte les ballons, il joue à un poste. Bref, ton axe 2, 8, 9, 15, enfin 2, 8, 9, 10, 15 est capital dans une formation. Et ben lui, il est capable de jouer 8, mais il est aussi capable de glisser à l'aile de la troisième ligne. Euh, il a, on va dire, toutes les qualités sauf une, c'est qu'il n'est pas gif. Donc ça, ben, comme beaucoup de joueurs américains, ça limite aussi, parce que quand un club va recruter un joueur non GIF, c'est un investissement risqué parce qu'il prend une place, parce qu'il faut trouver, des la «préférence locale» entre guillemets, fait que quand tu vas chercher un joueur étranger, tu veux te rassurer, tu veux trouver un joueur d'expérience, donc c'est peut-être ça aussi qui explique que des joueurs, pas toujours leur chance, au top niveau européen Mhm. parce que ce soit en France, en Angleterre ou en Irlande, peut-être dans une moindre mesure en URC, c'est un peu différent en Écosse ou au Pays de Galles, mais en tout cas, c'est plus difficile de faire sa place déjà parce que c'est plus difficile d'avoir sa place dans l'effectif. C'est pas le seul, hein, Wian Conradi, je l'évoquais, mais Ardao, si demain il signe en Pro D2, à peu près sûr qu'il aura le niveau. Un joueur comme Jason Potros qu'on a vu du côté de New England, c'est quand même un phénomène au niveau rapport jeu au pied, jeu à la main. Ben, pareil, il y a plein de joueurs de top 14 Pro D2 qui n'ont pas ces qualités-là. Après, il a des défauts qui font que je ne dis pas qu'il doit nécessairement être titulaire en top 14, c'est pas ça que je dis, mais il a des qualités rares. Je pense à un gars comme Leroux Malan, pareil, très fort joueur. Connor Traynor, très fort joueur. Bon, il y a plein de profils différents et je suis sûr que les recruteurs font leur travail avec passion et surtout avec beaucoup plus de compétences que moi. Mais je suis pas surpris de retrouver Sam Twifoua en Pro D2 l'année. Et nous, ça nous fait évidemment, je le répète, très plaisir. On va là aussi avoir le staff de Mont-de-Marsan. C'est en train de se dealer avec les équipes de com du Stade Montois. On va avoir une petite interview, on espère, dans les prochains jours, pour justement avoir leur retour sur comment ils l'ont scouté, comment ils l'ont contacté et comment il peut s'intégrer à cette équipe montoise. Et puis évidemment, voir avec un club de Pro D2 comme Mont-de-Marsan, je trouve que c'est hyper intéressant de savoir à quel point est-ce qu'ils regardent un championnat comme la MLR pour aller chercher des joueurs comme ça, qui forcément vont coûter un peu moins cher, hein, qui sont des paris, encore une fois, tu l'as dit toi-même. Mais voilà, il y a des choses très intéressantes. Et voilà, on a pas mal de choses qui arrivent. Ça, c'est cool, même si c'est la fin de saison. On a des trucs un peu sympas. Et moi, je dois avouer, mon Pierrot, oui, je l'avoue, Sam Twifoua au Stade Montois, c'est un peu nous. Voilà, j'ose le dire. J'ai pas peur de le dire. Ah, c'est nous, non, mais c'est nous. Reprenez ce qu'on a dit sur lui, c'est clair. On a été convaincants. On a été monstrueux. Bon, c'est pas tout ça, mais il reste un dernier point à évoquer. On va le faire vite parce qu'il est déjà 21h. On a déjà fait l'émission en deux parties, c'est phénoménal. J'ai fait n'importe quoi encore une fois. New England, Houston. Qui est le favori de cette finale selon toi? Le favori ou celui qui va gagner? Bah, le favori d'abord, celui qui va gagner ensuite. Je pense que le favori, c'est New England parce qu'ils ont l'habitude du succès là, et ils ont un bilan éloquent cette année. Et je pense quand même que c'est Houston qui va gagner parce que devant, c'est débouché. Et qu'en MLR, aujourd'hui, si tu as un pack conquérant et un buteur inspiré, normalement, tu peux voir venir. Et puis en plus, Houston a presque fait tourner les 20 dernières minutes de finale de conf, ce qui n'a pas du tout été le cas pour New England. Et même si j'ai un petit faible pour New England, j'aime pas, je vous l'ai dit en préambule, j'aime pas les hégémonies, j'aime pas les dominations, j'aime pas les séries interminables, 3 succès d'affilée, ça m'embêterait un peu. Mais sur ce qu'ils produisent et sur l'identité, et ben franchement, je les trouve cool.
y a un truc qui me plaît. Et à l'inverse, Houston, c'est vraiment un rugby que j'exècre un peu aussi, hein, tu vois? Heu, un rugby qui est fait de destruction, de domination physique et pas vraiment d'inspiration géniale. Bon, c'est pas très French flair tout ça. Donc on va dire que je pense que Houston va gagner, mais si New England l'emporte, ça me ferait un peu plus plaisir quand même. C'est très très Et d'ailleurs clair. Houston, j'ai annoncé qu'ils allaient être champions, je pense, enfin qu'ils avaient une bonne gueule de champion il y a 4 mois. On recherchera cet extrait, mais c'est vrai. On a avoué quelques semaines après que tu avais raison quand tu disais à 3-4 journées de la fin de la saison régulière l'année dernière qu'ils étaient fatigués et qu'ils ne seraient peut-être pas champions, probablement pas champions même tu avais dit. Donc voilà, on rend à César ce qui appartient à Pierre Amiche ou l'inverse parce que bah, tu avais encore eu le flair. Euh, ce que tu dis est hyper intéressant sur le côté gros pack, bon buteur du côté de Houston. Est-ce que, en gros, New England ne va pas subir ce que l'équipe a subi contre Chicago, mais en pire, en sachant que je dis ça, alors que Chicago a battu 2 fois Houston en plus. Hein. C'est que c'est qu'ils ont réussi à faire déjouer 2 fois les chats-sabres, mais dans l'intensité et dans dans la rudesse à marcher sur la gueule, ça va pas être pire que Chicago. Je sais pas trop, je pense que Houston est plus solide, est plus épais, plus mais il y a aussi quelques absents du côté de New England qui, j'espère, pour eux, seraient amenés à revenir. Je pense surtout à Gomez Vara qui est hyper précieux, qui joue pas depuis quelques semaines. Je pense qu'il sera pas là pour la finale, mais c'est le genre de joueur qui pourrait être un game changer. Fry fait un bout de match, il sera probablement titulaire, je pense, en finale et puis, qui me bluffe avec, New England, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un défi qui se présente à eux, ils y répondent quand même assez brillamment. Cette année, ils ont quand même fait les 3/4 de la saison sans leur meilleur joueur. Enfin, Jason Potros, c'est quand même le MVP de la saison précédente, qui est pas là et qui joue pas. Et c'est pas, un talonneur, brillant qui est pas là, c'est ton 10. Donc bon, je me dis que sans Gomez Vara, sans Faletoy Penny, sans Jason Potros, sans Jake Reeves, avec un tout petit Leroux Malan qui a fait une finale de conf assez anecdotique, et ben malgré tout ça, ils sont en finale. Donc, je sais pas. Il me faut penser à, si je devais faire un parallèle, pour moi, New England, il me faut penser à Castres, à Oyonnax, à Clermont, le Clermont de Urios. C'est une équipe qui, on oublie toujours qu'ils sont hyper solides et puis quand tu les prends dans la gueule, tu te dis: «Ah en fait, ouais, c'est pas des peintres» et ça me fait penser à ça. Voilà, donc je leur souhaite un aussi bon destin que le Castres version Urios, ça voudrait dire qu'ils sont champions. C'est bien noté. Bah écoute, ce sera le mot de la fin. Moi, je pense que Houston sera champion. Moi, j'avais dit que Chicago serait champion face à Houston. Mais je ne vois pas ce New England-là passer ce défi des chassables qui ont été trop bons sur ces playoffs, en fait, tout simplement. Même si Los Angeles été plutôt solide en demi de conf, ça n'avait pas suffi. Et puis Utah a été mangé. Je pense que ce sera le premier titre pour Houston. Je le redis, hein, c'est les 2 équipes que j'aime le moins, si on peut dire, je les déteste pas, mais c'est les 2 équipes que j'aime le moins, qui ont en plus battu mes 2 équipes chouchoutes. Alors cette finale, je vais vous dire que, sans dire que j'en ai rien à faire, bon, elle m'intéresse moins. Mais elle sera cool à regarder, elle sera évidemment cool à regarder en parallèle du top 14, bien sûr. Vous pourrez regarder la première mi-temps sans difficulté. Elle sera diffusée chez nos amis de sport en France lundi soir. Aux commentaires, ce sera Lucien Jarran et Adrien Abadi. Voilà, je vous l'annonce déjà. Ce sera sur les coups de 21h sur Sport en France. C'est en direct. C'est en différé, mais c'est en gratuit surtout. En direct, ce sera sur The Rugby Network avec les commentaires anglais. American, évidemment. Et puis nous, on va se retrouver mardi prochain pour justement le débrief de cette finale MLR 2025. Pour le débrief, un débrief, on va dire, un peu plus global de la saison aussi. Et puis on évoquera bien sûr la suite de ce MLR Show avec les petites dates qui pourraient s'éparpiller un petit peu tout au long de cette fin d'année 2025 avant évidemment le retour de la MLR en 2026 on l'espère à 12 équipes, on croise toujours les doigts pour Dallas. Mon Pamiche, merci
beaucoup d'avoir été là, malgré les problèmes. Encore une fois, après le son, c'était les internets. Mais merci beaucoup. À mardi prochain, bien évidemment, j'espère. Et évidemment, on se quitte avec l'hymne américain, comme toujours. Salut à tous et belle soirée. Et si l'une n'y part pas, c'est le problème de la technique. Allez, salut.